Bon, ben, nous voilà au Caire, au Centre d'archives et de recherche exotique à Annecy, en compagnie d'un panel d'artistes en tout genre. On va discuter avec vous, messieurs, aujourd'hui. Je vous propose de vous présenter déjà pour commencer. Peut-être on va commencer par Lemon en anglais, et puis ensuite on continuera avec nos amis en français. Lemon, do you want to introduce yourself briefly to start this interview? My name is Lemon DeGeorge. I'm from the United States of America. I live there. And I'm a musician and a videographer. And I have met Gabon. We share a project, the creation of a documentary film and the archives of a artist and musician and philosopher named Willard van de Bogart. So I'm here to work with Gabon. Awesome. Thank you. Ethership. Ethership is the name of our group. Yeah. Thank you. Gabin? Moi, je m'appelle Gabin Noir et je m'occupe du Centre d'archives et de recherche exotique qui collecte des archives sous toutes leurs formes, essentiellement physiques, essentiellement des documents originaux. Et les personnes qui m'accompagnent sont des amis et des gens avec qui on aime faire aussi des projets d'archives et de recherche. Voilà, et c'est un centre qui a été formellement créé il y a 2 ans. À une question que me posait donc son ami Willard qui est parti rejoindre les étoiles au mois de mars de cette année. Nous sommes en 2025. Et Willard me posait la question, mais ça vous intéresse mes archives, mais pourquoi? Et vous êtes un centre d'archives? Et là je dis oui. Et donc on a créé le CARE à partir de cette réponse qui devait se manifester dans le réel. Voilà. Très bien. Renaud? Alors moi je m'appelle Renaud Ruhlmann, je suis devenu chercheur indépendant parce que je fais de la recherche sur le son et je me retrouve à faire de la recherche sur de la biocommunication interespèces. Et là c'est une partie où je suis musicien à la base, je fais de la photo pour l'industrie de la musique et je me retrouve à faire du son en recherche avec les plantes. Donc là, c'est tout un pan en fait de biocommunication interespèces qui a été initié par des personnes comme notre cher ami qui est là, Lemon. Et là, c'est ça qui est intéressant là dans le projet Ethership, c'est de pouvoir allier, on va dire, une base, une origine avec tout ce qui se fait en biotechnologie actuelle et la compréhension qu'on a dans la nouvelle génération de cette compréhension sonore entre ce qu'on apporte là actuellement avec les plantes et aussi tous ces phénomènes vibratoires là avec la physique quantique qui nous permettent de mieux comprendre en fait cette calibration en fait des fréquences de biorésonance du vivant. Top. Alors on le verra un petit peu après cette interview. Il y a je sais pas comment on peut appeler ça, un protocole qui est en train d'être mis en place à côté avec des plantes, avec des instruments de mesure, avec de la musique qui sera jouée entre des musiciens humains et des musiciens végétaux, si on peut dire ça comme ça. Donc vous verrez ça après. Mais avant, on va présenter notre dernier invité, Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre Girard, on parle un peu de centre de recherche d'archives exotiques, mais lui-même il est assez exotique. En fait, depuis très longtemps, depuis 1975, je me consacre à la concrétisation de l'effet de psychokinèse, d'action d'esprit sur la matière, à travers un parcours tout à fait chaotique d'aventurier, je crois que le mot n'est pas d'ailleurs exagéré. Et je pense que ma présence ici confirme que depuis quelques années, pas mal maintenant d'années d'ailleurs, avec Gabin, j'ai pu recentrer un petit peu ma position vis-à-vis de tous ces phénomènes et d'aller plus loin, et notamment sur un phénomène qui sera peut-être décrit plus avant, plus tard,
Et au fond, participer, il m'a fait prendre conscience que, bien, il y a un niveau d'archives que j'ai, bon, certaines que je retrouve, d'autres pas, qui sont encore en recherche. Eh bien, cette mémoire auquel je m'attache, de l'action de l'esprit sur la matière, comme phénomène authentique, parfaitement vérifié, authentifié, et qui, hélas, est encore dans un silence, ou tout au moins dans une espèce d'omerta que la communauté scientifique s'est toujours attachée. Et donc je suis heureux à chaque fois de pouvoir participer à un échange où nous pouvons confirmer cela avec d'autres phénomènes dits paranormaux, enfin qui sont tout à fait normaux, mais dans une physique qu'on a du mal à explorer. Et donc, je suis heureux, comme ce soir, invité donc à participer à cet échange. Voilà. Très bien, merci. Donc, ce qu'on comprend, moi ce que je comprends pour l'instant, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail, c'est qu'on est en présence de personnages qui ont exploré des univers un peu en dehors des sentiers battus, on va dire, même complètement, qui travaillent depuis longtemps très sérieusement avec une rigueur scientifique sur ces domaines-là, et qui sont un peu, vous me permettrez l'expression, un peu en avance sur leur temps, bien que les archives nous prouvent que ce n'est des cycles qui se répètent, hein, finalement. Donc, comment tu vois ça, toi, Gabin, votre positionnement, voilà, tous, qu'est-ce qui vous réunit autour de ces archives? Ce qui nous réunit, c'est un certain goût pour la liberté d'esprit et d'action et la nécessité de documenter en fait les grandes étapes. Nous, on a beaucoup de choses sur le XXe siècle, XXIe siècle, un peu moins avant. Mais c'est de documenter en fait toutes les démarches qui ont pu être menées par des chercheurs, des artistes, pour avoir une meilleure compréhension du monde et notamment de phénomènes qui ne sont pas forcément appréhendables par des machines scientifiques ou techniques et donc qui ont inventé des protocoles qu'on va pouvoir dire exotiques, j'allais dire érotiques, mais c'est pas forcément très loin. Ouais. Et c'est une nécessité pour nous tous, je pense, puisqu'on a été saisis autant dans notre chair que dans notre esprit par des phénomènes ou des anomalies. Hein. Et à partir de là, il y a beaucoup de méthodes d'appréhender ça. Ça peut être l'oubli pour la plupart, ça peut être la recherche plus ou moins sérieuse. Et nous, on a essayé de voir comment en parler, comment le comprendre personnellement. C'est des aventures personnelles aussi. Et petit à petit, donc, une collection, une archive s'est constituée. Comme je disais, elle a été formalisée comme ça, presque de manière noosphérique, par hasard. C'était pas l'idée de départ. Donc ça, c'est la partie archive. Et puis on a aussi la partie recherche. Alors, ça, c'est de ce dont tu parlais, l'installation qu'on est en train de monter, de tester, puisque à partir de lundi, on va donner pendant 2 jours à la Haute École des Arts du Rhin. On a été invité par un artiste qui s'appelle Joachim Montsui pour expliquer justement notre démarche. Donc, et ensuite on donnera un concert avec ce qu'on a appelé le consortium de musique électronique extraterrestre. Ça, c'est Willard qui a créé cette envie des gens qui ont un rapport non humain. Chez Willard, c'était très explicitement extraterrestre. Moi, j'aime bien parler de communication interespèce, ou de recherche interespèce, ou parce que on a avec Lemon, donc ça va être justement cette partie cosmique, avec Renaud les plantes, et je dirais que avec Jean-Pierre, on a une approche exotique sur ces différents modes de communication. Voilà, qui pourrait être la télépathie ou même la psychokinèse, qui peut être une forme, puisque moi je crois beaucoup à la biopsychokinèse, et notamment avec les plantes. On a pu observer des anomalies très caractéristiques où on va retirer du bruit un signal. Et ce signal, est-ce qu'il est anomalistique? Est-ce qu'il est normal? Ça, c'est toute la partie recherche dans laquelle chacun dans notre domaine, on s'escrime à essayer de trouver ça et donc maintenant à le faire découvrir. Et puis on te remercie de nous aider
va le faire. Avec plaisir. Alors, je pense que ça vaut le coup de s'arrêter là-dessus, hein. C'est un dialogue interespèces au travers de la musique, au travers des sens. Est-ce que, par exemple, Chrono, tu veux nous parler un petit peu plus de ça, de ton expérience à toi? Comment on fait? Alors, il y a une installation, mais qu'est-ce que c'est en fait? Déjà, on va commencer par le plus simple. C'est quoi le dialogue interespèces? Et comment on peut le mettre en place, comment on peut le faire vivre devant les gens. Et puis après, on interrogera les mains dessus. Alors, dans l'histoire, en fait, on a des dispositifs qui sont issus du polygraphe, du détecteur de mensonges. C'est un monsieur qui s'appelait Clive Baxter qui a développé ça. Et c'est la première expérience, elle date de février 1966. On a énormément d'archives très factuelles depuis cette époque-là. C'est un espèce d'oscillateur, ça prend en fait un ampérage, une résistance électrique. Et après, c'est comment on va chercher en fait de l'information. Parce que là, les premiers constats qu'il a fait lui dans les années 66, c'était comprendre qu'il y avait une réelle interaction. En plus, c'était télépathique. Parce que là, ce qui a été enregistré, c'est une pensée. Il a émis une pensée, et c'est la plante qui l'a reçue, et qui a émis un signal. Et là, après, c'est comprendre les interactions qu'on peut avoir. Et là, dans le cadre spécifique où les recherches que je fais actuellement, c'est plus comprendre le phénomène biologique. Et ça, c'est des travaux encore antérieurs qui datent du début du XXe siècle. Sir Jagadish Chandra Bose, et c'est l'équivalent de Nikola Tesla, mais indien. Botaniste. Il a travaillé sur les ondes radio, il a développé des machines dont une qui s'appelle le crescographe, qui est super intéressante, où il faisait justement pour calculer l'évolution électrophysiologique en fait des plantes. Et là on a de ce côté-là 140 ans on va dire de recherche assez factuelle pour comprendre ce développement biologique et physiologique qui est raccordé du coup au phénomène des ondes électriques et électromagnétiques, qui ont été aussi validées dans les années 60 par la CIA avec Clive Baxter et toutes les expériences qui sont passées. Eux, ils appellent ça du coup de la biocommunication, et c'est la primary perception, la perception primaire. Parce qu'après, 10 ans après, en 76, il a pu prouver qu'on pouvait démontrer une communication entre deux bactéries dans des yaourts. Pour expliquer qu'il y a vraiment des vibrations dans le vivant et qu'il y a possibilité de communiquer via des ondes. Et là, au niveau où on est actuellement, on peut démontrer, en effet, quand on branche un outil qui est dérivé du coup du polygraphe, si on cherche vraiment des informations spécifiques. Là, j'ai terminé une machine avec la Haute École d'ingénieurs de Genève, qui s'appelle l'EPIA. Et là, on retrouve en fait des signaux électrophysiologiques. Donc en temps réel, on a le diagnostic vital de la plante, son signal biochimique. Et là, dans le mouvement qu'il y a aussi dans la communauté de la biocommunication avec les plantes, il y a un phénomène de musique qu'on apparente avec. Et là, il y a une occidentalisation, on va dire, de la pensée, parce qu'on a mis des filtres sur des machines pour entendre de la musique, donc en gamme chromatique et percevoir ça comme de la musique. Alors que la plante, elle émet une biocommunication qui est moléculaire. Et là, après, suivant les outils, on arrive à faire entre de la science vraiment brute, à avoir des données vraiment factuelles au niveau biologique, ou des dérivés pour expliquer avec l'art des sons, avec la musique, comment il est possible d'avoir une interaction en temps réel avec un organisme vivant qui est différent d'un humain, mais qui a une conscience. C'est là que ça devient un petit peu ardu entre guillemets, c'est qu'il faut faire la différence entre mettre de la musique sur des sons et donner l'impression qu'on peut faire chanter ou faire de la musique à une plante, et en fait simplement traduire ce qu'elle est en train d'exprimer par des sons, ce qui est différent, parce que j'avais vu je pense que vous avez déjà vu des expériences comme ça de personnes qui prennent les fréquences des planètes qui tournent et ils leur ont assigné des notes de musique, et évidemment ça fait une mélodie derrière. Ça veut pas forcément dire que c'est la mélodie de l'univers, ça veut dire que c'est une retranscription des mouvements voilà. J'imagine que c'est un peu la même idée avec les plantes. Ça, c'est les travaux de Hans Cousteau. Donc, c'est un mathématicien suisse, allemand.
Je l'ai rencontré il y a 3 ans. Il a calculé en 77, je crois, 78, ces fréquences des planètes. Et ils sont utilisés depuis 45 ans, dont le 136-10, qu'on appelle aussi le chakra du cœur. Et ouais, c'est comment il y a des constantes en fait. Nous on utilise une équation de physique quantique assez connue, E égale MC2, parce que le E c'est de l'énergie et le MC2 c'est de la matière. Et là on a des physiciens, des scientifiques qui ont simplifié en fait cette équation pour qu'on puisse retrouver en fait des fréquences de molécules. Et c'est ça qu'on retrouve en fait dans le champ des plantes. Ce qu'on voit aussi chez nos frères et sœurs en Amazonie, avec l'utilisation de certaines plantes comme l'ayahuasca, enfin le breuvage, parce que c'est différentes plantes qui sont associées. L'iboga aussi, qui est plus ou moins similaire en Afrique. Et là, il y a un phénomène de champ, d'interaction avec les plantes, sur un phénomène de biocommunication. Et là, c'est sur un phénomène harmonique. Et il y a toujours ce phénomène en fait de pensée, d'intention en fait qui est générée avant la parole. C'est ça aussi qui est intéressant qu'on trouve dans le phénomène avec les plantes, comme l'a démontré Cliff Baxter en 66, c'est que c'est la pensée qui a induit une interaction en fait avec le végétal. Et là on le magnifie, on va dire, d'une certaine manière avec l'art qu'est la musique, mais c'est comprendre qu'on peut mettre des mots par exemple à la place des sons, ou avoir des interactions où là on comprend que oui, c'est un phénomène de communication qui est là. J'espère qu'on reviendra sur cette idée aussi sur les plantes, parce qu'on arrive maintenant, toi tu arrives à détecter si une plante manque de certains nutriments ou autres. Jean-Pierre, la communication entre les espèces, comment vous l'abordez vous? Même la question de la télépathie, je sais que c'est quelque chose qui ne vous est pas étranger. Comment vous l'expliquez aux gens? Alors, nous n'avons jusqu'ici que des théories recevables, qu'on appelle en science. Comme en science, on détermine des particules élémentaires dont on n'a pas encore prouvé, par des chocs dans les accélérateurs de particules, leur validité, sauf pour le boson de Higgs, qui a été défini par Higgs avant même d'avoir été prouvé. On essaie d'avoir un certain bon sens par rapport à l'expérience, qui est intéressant. C'est-à-dire que nos hypothèses sont une traduction de ce qu'on peut appeler une certaine logique théorique recevable. Et tout part en fait de la conscience non locale, c'est intéressant, mais qui explique la relation télépathique humain-plante, etc. Donc la conscience, l'esprit, pour certains, mais je préfère le mot conscience, eh bien, se délocalise, elle a un rôle. Alors évidemment, ça gêne beaucoup, parce que nos amis matérialistes, dans le sens péjoratif, disent, mais écoutez, la conscience, non, arrêtez. Et alors, quand on montre que la conscience, non seulement il y a un pouvoir, comme notre ami nous montre, intéressant, communication avec une autre forme de conscience, qui est plante, c'est intéressant. Comme nous l'avons nous-mêmes dans notre propre expérience, avec des bactéries, Escherichia coli ou Proteus morgani, sur des bactéries à 2 mètres de distance. Malheureusement, l'expérience que nous avons faite, en ce qui nous concerne, c'était une destruction bactérienne, un effet bactéricide, donc avec explosion du cell wall, du mur cellulaire de la bactérie. Alors, c'est pas très valorisant, ce type d'expérience. Ce qu'on peut traduire surtout, c'est que la psyché humaine a une relation avec un vivant même bactérien, voilà, pathogène ou non, selon le lieu où il se trouve. En fait, nous sommes attachés, je me suis attaché, parce que le nous, ça fait très... mais j'ai toujours été accompagné de chercheurs qui ont mis souvent la réputation au jeu d'ailleurs, pour accompagner le sulfureux Jean-Pierre, Gérard. Je me suis toujours attaché en fait à essayer de faire des expériences dans un contexte expérimental irréprochable. Même si je l'avais souhaité uniquement moi personnellement, les scientifiques,
de toute façon, c'était un préalable indiscutable pour la crédibilité de leur publication ensuite. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est la seule science où on avait l'exigence d'un magicien présent, un expert, hein, pas un magicien quelconque, à ses expériences pour que le protocole d'abord soit défini et qu'ensuite l'expérience soit validée. Mais comme l'ont dit certains illusionnistes, nous, on était surtout les faire-valoir. Comment savoir si Jean-Pierre avait un trucage quand avec uniquement ce qu'on peut considérer comme la pensée, à travers la tube scellée, il modifie la structure d'un matériau de telle façon qu'on ne puisse pas la reproduire même au moment où nous parlons. Alors on fait ce combat que j'ai mené, c'est un combat difficile, parce que nous nous heurtons à la dissonance cognitive que je comprends. Comment accepter, même avec des gens qui ont un certain recul, enfin qui essaient d'en avoir un, qu'une conscience se balade, donc immatérielle par essence. Nous ne considérons qu'elle n'est pas immatérielle, mais enfin, par essence, se balade et fasse des choses, fasse bouger des choses, etc. La télépathie, qui est plus communément acceptée, part du même principe, sauf que, comme la relation de télépathie entre des individus est plus constatée communément, on l'accepte même du bout des doigts, si je puis dire, on l'accepte du bout des doigts. Mais quand il y a un aspect de macrophysique, la macrophysique quantique, contrairement à, heureusement, certains physiciens ont mis en évidence que c'était pas tout à fait impossible. La microphysique, elle a accepté, etc. Le principe d'incertitude d'Heisenberg, superposition d'états, etc. Bon, mais dès l'instant où il s'agit de macrophysique, plus personne n'est prêt. Ah, c'est pas possible. Olivier Costat-Bourgard, le physicien qui m'a fait l'honneur de postfacer 2 de mes ouvrages, disparu, épistémologue, qui est à l'origine de l'expérience de Aspect, du prototype défini sur l'intrication des particules, disait « Oui, c'est un phénomène qui est rare, mais qui est possible, ce qu'on appelle la symétrie de droit et la symétrie de fait. » Et il exprimait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la formule de Bayes, etc. En disant que ouais, mais c'est pas impossible que et dans certains cas, une effraction sur ce que connaissons de la physique quantique, de la microphysique, on l'appelle comme cela, eh bien permet une macrophysique. Mais elle est plus difficile à démontrer. On commence, hein. Il y a des expériences qui ne commencent pas à travers des sujets psy, mais des expériences qui commencent à titiller cette macrophysique. En fait, le gros dilemme que j'ai depuis des décennies, puisque maintenant, depuis 1975, ça fait quand même un bail, que j'ai mis à la disposition de la science mes expériences de sujets qu'on appelle le psy, ça a été depuis cette année-là à essayer de mettre une pierre à l'édifice de la concrétisation, de la réalité, et comme dirait notre ami Gabin, du factuel du factuel. Nous avons du factuel concernant les phénomènes de macrophysique sur la matière, sur le vivant, et sur l'esprit également de contemporains, par des expériences notamment que j'ai menées lorsque j'étais en Union soviétique, sur d'autres sujets à distance, sur notamment des tachycardies paroxystiques. Voilà. Alors, où nous en sommes maintenant? Pourrait-on justifier la question que vous pourriez me poser? Eh ben, vous savez, je prends mon bâton de pèlerin et puis j'essaie de communiquer à travers des stages. Et j'ai quelques milliers de personnes, finalement, au fil des ans, hein, qui ont participé à des stages, qui ont vu le phénomène. Mais surtout, ce qui me ravit, c'est qu'ils ont été l'acteur, parfois, du phénomène lui-même, et pas n'importe quel phénomène, de psychokinèse sur des barres de duralumin, enfin d'alliage d'aluminium. Et ça, pour moi, c'est bien prouvé que, dans certaines conditions,
avec certaines explications dont nous avons besoin, parce que nous avons notre cerveau gauche qui a besoin d'être satisfait avant de passer à des étages plus subtils, eh bien on stage un peu ma démarche. Et nous arrivons, le dernier stage, nous avons 80% des stagiaires qui ont commis des psychocinèses. Et c'est pour moi la récompense. C'est mon prosélytisme à moi, de bonne loi, et voilà. C'est formidable. Il y a vraiment une mouvance en ce moment sur Internet, notamment qui vient d'Inde. Je ne sais pas si vous avez vu ça, des écoles entières qui enseignent aux enfants qui sont plus favorables à ça, enfin qui arrivent un petit peu mieux que les adultes, à faire tourner des papiers d'aluminium ou des cuillères ou des choses comme ça, choses que vous avez fait toute votre carrière. Et ça revient, il y a un grand mouvement comme ça qui revient, donc j'espère qu'on en reparlera encore un petit peu. Ce qui est important, c'est que j'ai des vidéos parce que rien n'est plus important que le visuel. Où nous avons des jeunes, et notamment en voix off, j'ai exprimé cette vidéo où un jeune, un petit Ukrainien de 6 ans, qui sous un bocal, il a les mains à 20 cm au-dessus du bocal, hein. Et on voit l'opercule de café, là, donc il n'est pas du tout magnétique, les boussoles à côté, tout, et l'objet se met à tourner, tout. Alors des expériences comme ça, avec des enfants notamment, sont très nombreuses. Avec les adultes moins, enfin sous le bocal, parce que psychiquement, il y a cette espèce de mur qui moléculairement n'est pas très infranchissable, mais visuellement il l'est, c'est du verre, donc on peut pas le franchir, réussissent. Donc, par le visuel, on a accumulé de telles dizaines d'expériences que pour moi c'est le testament le plus intéressant. Merci. Lemon, speaking of interspaces communication, I heard you were one of the pioneers of the communication with whales. Do you want to talk about it a little bit? Well, I don't know if I was one of the premier people, but we started. My partner Willard and I were, as soon as the first record came out that had whale sounds, we got that and listened to it. And it was very inspiring because the sounds of the whales, we were just starting to work with synthesizers and those type of sounds, and the whales were, the first time we heard it, we thought it was synthesizers or something else other than an animal, than whales. But right away we wanted to be able to think like a whale, so basically we started to play our music with the recordings of the whales, and then one of our partners that eventually became part of our group, Ethership, Will Jackson, he went on the first Greenpeace voyage that went out to try and stop the Russian whalers from killing the whales, and he had on board that ship a synthesizer that was made by friends of ours. And so when we heard about that he was out there doing that and trying to talk to the whales, gave us even more of a reason to work with the whales. I don't know how many people at that was like like early 70s, and I don't know how many other people around the world were doing it. I know that Paul Winter was a person that was working with whale sounds. Yeah, but anyhow, it was just one of those things. As soon as we heard it, we just were inspired to work with it. And how would you use it in your art? Well, like I said, we would use the recordings and play along with the recordings, play our instruments along. My partner Willard, he played organ and synthesizer and also voice. I play electric harmonica, and so. We just tried to imitate the sounds. I also play a little saxophone, and I was able to get whale sounds out of the sax, and so that became part of our sound, and that just led us to wanting to work with other animals, other in real time or recording. So then we went from whales to wolves. And we started working with the sounds of wolves, and then that took us to birds and took us to insects and frogs and anything else that we could find that made a sound.
And we just wanted to, we just wanted to be able to play like the earth, the sounds of the earth. Awesome. Gavin, est-ce que tu peux peut-être nous donner un petit contexte pour les francophones qui ne connaîtraient pas Leadership? Toi, tu as travaillé avec eux. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu Alors, Leadership, c'est un groupe qui a été créé par Lemon et Willard en 72 à Los Angeles. Un petit peu après qu'il termine, que Willard était étudiant, il était déjà diplômé dans une école avant-gardiste qui s'appelait CalArts, qui avait été créée par Walt Disney. Et c'est là où Willard et Lemon viennent de Pittsburgh. C'est là où ils se sont rencontrés. Donc Lemon avait 17 ans, 17. Et Willard était déjà diplômé, il avait plus de 30 ans. Il avait créé un cinéma expérimental où il passait les films de l'underground new-yorkais. Et lui aussi fabriquait ses propres films. L'anecdote, c'est qu'il les fabriquait dans dans l'atelier de George Romero, qui vient aussi de Pittsburgh, et qui avait fait donc le premier film de zombie, La Nuit des Morts Vivants. Et il avait créé donc un écran curve, courbé, qui permettent, quand projeter un film en 2 dimensions, de donner une impression de 3 dimensions. Ça, c'est une idée qu'il avait eue en allant à l'Expo universelle de Montréal en 67. Donc à partir de là, ce cinéma s'est fait un peu connaître. C'est là que les Lemon se sont rencontrés donc la première fois. Et Morton Subotnick, qui était une figure du milieu de musique électronique, est venu à Pittsburgh, a rencontré Willard, vu son travail, lui a proposé d'intégrer CalArts. Et à partir de CalArts, ils ont commencé. Willard est devenu assez célèbre pour être un des tout premiers qui a utilisé des lasers dans son art. Puisqu'en France, je crois que c'est Xenakis en 72, Willard c'était 2 ans avant, et il a même fait des concerts, on va dire, de laser, mais à grande échelle, au Philharmonique de Los Angeles. Et donc, en 72, il crée ce groupe qui, à l'époque, s'appelait Electric Symphony, et commence à faire des concerts. Ils sont partis de Los Angeles, donc la côte ouest, ils sont retournés sur la côte est. Ils ont notamment été invités par Charlotte Moorman, qui est une joueur de cello, et qui est très connue puisqu'elle a travaillé avec des gens comme Naim Junpek ou John Cage sur des chefs-d'œuvre qui sont vraiment des points de repère dans l'art, dans l'art moderne. Et elle a créé un festival qui a duré pendant une dizaine d'années, et leur groupe a participé à 4 festivals. Donc là-dedans, il y avait un peu tout le gratin, on va dire, de l'art. En 76, le groupe va devenir The Leadership et arriver à San Francisco. Premier concert à Les Salon Institute, qui était le haut lieu de ce qu'on n'appelait pas encore le New Age, ou le mouvement pour le potentiel humain. Et ils vont avoir donc un studio de répétition à côté d'Ashbury, donc en pleine période hippie, mais avec une musique qui est une musique difficile, qui est électronique, mais aussi avec des instruments beaucoup plus classiques, dont il y avait une sorte de secret que Willard gardait, c'est-à-dire qu'ils jouaient ensemble sans vraiment savoir que derrière tout ça, il y avait cette idée que Willard avait, qu'on pouvait communiquer avec des êtres non humains. Et pour Willard, c'était clairement des extraterrestres à travers le son. Et ils ont vécu tout un tas d'aventures assez extraordinaires, parfois un peu flippantes aussi. Et c'est là-dessus que moi j'ai rencontré leur travail en établissant en fait des listes d'interfaces historiques sur le contact avec l'invisible. Et en reprenant un petit peu différents ouvrages de référence, comme celui de Jacques Vallée,
le tome 2, où il liste quasiment jour par jour tout ce qui lui est arrivé. Et en 78, le mois de novembre, je crois le 26, je lis qu'il a assisté à un concert à San Francisco d'un groupe qui s'appelle Ethership et que Willard est dans un espèce de dôme et jouant des sons électroniques en prétendant communiquer avec des entités supérieures. Alors j'étais très surpris parce qu'il y a très peu d'artistes en fait qui ont utilisé des interfaces de manière explicite, qui ont utilisé des interfaces pour ce type de communication. Donc, quand on parle interespèce, bon, espèce pourrait être modifiée, interrègne on pourrait dire, c'est-à-dire des minéraux, on ne sait pas quoi encore, mais... Et donc j'étais très surpris et j'ai passé des mois à essayer de le contacter et au final, par un joyeux hasard, un coup de pouce de la noosphère, j'ai enfin pu rentrer en contact avec lui. Et on a passé 11 heures au téléphone un peu à se parler, quoi. Et c'est à partir de là où on a imaginé un disque et puis après recueillir les archives. Et dans ce cadre de recherche d'archives pour faire un petit livret dans le disque, puisque c'est sur un concert très très particulier, ce fameux concert où il y avait Jacques Vallée. Donc Jacques Vallée, c'est le fameux ufologue que tout le monde connaissait, tout le monde connaîtra peut-être, je pense encore, puisqu'il est très célèbre pour ses livres. Et puis pour avoir été représenté par François Truffaut dans Rencontre du troisième type. Alors ce qui est intéressant, c'est que Rencontre du troisième type, c'est un film où la communication avec des espèces non humaines ou extraterrestres, ou des intelligences extraterrestres, se fait à travers la musique. Et c'est exactement la même chose qui s'est passée donc quand il y avait Jacques Vallée. L'idée est là d'établir un contact. Donc sa place n'était pas injustifiée à cette soirée-là précise. Donc le son, communiqué par le son, c'est une notion ancienne. Il y a des livres du Moyen-Âge où on imagine déjà d'autres espèces sur d'autres planètes et leur mode de communication, c'est le son, la musique. Pas forcément des vocalisations. Voilà, et donc en recherche de documents, pour faire ce petit livret, pour expliquer ce qui s'était passé là, ce mois de novembre, nous sommes tombés sur des photos, on ne savait pas ce que c'était, donc où il était question d'un monsieur qui s'appelait Andrea Puarich. Andrea Puarich qui est un des plus grands ou un des plus connus, ou était, parce que je ne sais plus où on en est là, qui sait quoi, quand, comment, des plus grands parapsychologues américains, dès les années 50 jusqu'à 96, je crois, quand il est décédé accidentellement, enfin, c'est une des hypothèses. Et c'est lui qui a été chargé de s'occuper du cas de Uri Geller, qui était donc un jeune soldat de Tsahal qui prétendait tordre le métal, les petites cuillères. Et c'est après son passage à la télévision, alors ils ont écrit un livre ensemble avec Puarich, qui a été un des plus grands succès de librairie, de livres sur la parapsychologie. Un livre complètement étonnant, quoi. Vraiment très très particulier, avec des phénomènes dont on a à peine imaginé, où il mélange aussi les civilisations extraterrestres, les atterrissages de soucoupes volantes, des lévitations d'objets, des disparitions d'objets, des disparitions de corps, des choses comme ça. C'était publié chez Doubleday, Encore Price. Bon, je vais pas essayer de faire trop de digressions, mais Encore Press, Doubleday Encore Press, c'était très particulier. Ça a été créé par un personnage qui s'appelle Ira Einhorn et qui est un personnage très important dans on va dire l'underground et la contre-culture américaine, qui est mort en prison parce qu'il était accusé d'avoir assassiné sa femme. Mais il était en lien aussi avec des gens comme Jacques Vallée et Jacques nous a dit que c'était la seule personne qui avait compris à quoi pouvait servir Internet à cette époque. Donc l'environnement dans lequel évoluait Willard spécifiquement, et aussi c'était la futurologie. Et donc pour revenir à Puarich, c'est en voyant Puarich à la télévision que des milliers de gens, de jeunes,
se sont dit mais moi aussi je peux le faire ou l'ont fait. Et il y a un petit jeune qui s'appelle Jean-Pierre, ça a été aussi un déclic pour lui. Donc, on relie, vous voyez, les choses. Donc on fait une recherche documentaire pour faire un booklet sur un disque, on trouve une photo, on cherche des éléments, je contacte le fils de Puarich, le fils de Puarich me dit qu'il n'a plus aucune archive, mais que c'est un réalisateur américain qui s'appelle Greg Malozzi, qui est en train de faire un documentaire depuis des années là-dessus, et on est rentré en contact avec lui. On lui a expliqué ce qu'on faisait, il nous a expliqué ce qu'il faisait, et très rapidement, il nous a proposé de faire un documentaire sur le groupe Ethership et toute cette aventure. Voilà un peu comment les choses se sont enchaînées de manière très 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 particulière, quoi, sans vraiment volonté de faire quoi que ce soit, enfin, à cette échelle, entre guillemets. J'ai croisé Puarich à plusieurs reprises, bon, à Mexico notamment. C'est un personnage étonnant, fascinant. Puis j'ai appris grâce à toi d'ailleurs dans des archives qui disaient grand bien de moi. Comme Jacques Vallée. Oui, ils sont pas... Ah oui, on peut se tromper. On peut se tromper. Ah oui, non, c'est vrai, Puarich, oui. Jean-Pierre, vous avez beaucoup travaillé avec les parapsychologues, les parascientifiques. Alors j'ai travaillé beaucoup avec des scientifiques purs et durs. C'est ce qui fait la crédibilité comme des travaux. C'était pas des gens forcément. Et surtout, ces scientifiques étaient inféodés à des services publics, des services d'État. Je n'ai pas travaillé dans des laboratoires privés. Centre d'études nucléaires de Grenoble, Péchiné-Junkunman, qui est une société de métallurgie à l'époque, qui était sous la férule de l'État. L'hôpital central des armées, etc. Et puis d'autres lieux que je n'ai pas besoin de citer, mais en fait, tout au moins des lieux, voilà, c'était pas des lieux conviviaux. J'étais invité, à chaque fois nous avions droit à une fouille, même si j'avais sévi dans ces laboratoires, ces mêmes laboratoires, quelque temps avant. Toujours une fouille, un minimum, un illusionniste présent dans 80% des expériences, comme je le signalais tout à l'heure. C'est la seule discipline d'ailleurs où, je le répète, on a besoin d'un illusionniste pour certifier les travaux scientifiques, alors que l'illusionniste, il ne connaissait rien. Mais le souvenir, pour revenir à notre propos initial, ça fait partie des gens que j'ai croisés. Puarich, alors, vraiment, on s'appréciait beaucoup avec André-Jacques Puarich, oui. Alors, il avait toujours l'air, des fois, d'être un petit peu entre deux. Je pense que peut-être il était, mais vraiment passionnant et d'une intelligence rare, et puis d'une ouverture, d'un dynamisme, d'une gentillesse. Ouais, vraiment, je n'ai qu'un très bon souvenir à plusieurs reprises. Je ne vais pas dire le nombre de reprises que j'ai eues de lui. Mais ça fait partie des personnages que j'ai rencontrés dans mon parcours, soit qui sont intéressés à moi ou que je les ai vus dans un contexte précisément où nous étions en train dans des congrès, de parler de parapsychologie. J'ai rencontré Uri Geller dans sa villa londonienne, enfin proche de banlieue de Londres, qui a été très étonné d'ailleurs devant le photographe. Nous nous tenions comme ça, épaule par épaule avec Yuri, et puis le photographe avait mis une cuillère à disposition pour Geller, et moi il avait mis un carter, c'est à l'époque des 36 poses, un carter vide, transparent de photos. Et puis j'étais très en forme, très détendu avec Yuri, et j'ai fait se déplacer mon petit conteneur et tout devant des yeux ahuris de Yuri, qui était impuissant dans sa cuillère. C'est pas le jugement que je porte, hein, là bien sûr. Mais personnage étonnant, macrobiote, il m'a reçu dans sa propriété, un jardin d'hiver extraordinaire sous verrière, tout. J'ai croisé son épouse aussi, mais un garçon, un charisme étonnant, Uri Geller. On dit j'ai du charisme, j'en sais rien, mais j'ai un petit charisme à côté de lui. Et devant, nous avions une Cadillac Eldorado avec une corde de buffle, tu sais, comme les trucs, avec une cuillère et des fourchettes qui étaient dessus. Nous avions une Rolls Royce, à tout le moins, on peut espérer d'une pays Yuri. Enfin bref, il respirait l'opulence. Mais il a eu, et c'est pas un jugement que je porte, il a eu le souhait, lui, que la parapsychologie lui rapporte beaucoup de sous.
Et je connais très bien Christian Fechner, qui était à l'époque un producteur de films, et ami. Moi, j'étais un ami parce que nous avions fait du cabaret ensemble moultes années avant. Contrairement à ce qu'on nous dit, pas comme illusionniste, moi, mais comme imitateur. Et lui, comme ventriloque, je crois. Il avait invité Yori lors de sa venue en France. Et il m'avait dit, moi j'ai monté un spectacle, évidemment, on ne peut pas demander à des phénomènes de se produire à 9h puis de se terminer à 11h. Et il m'avait expliqué vraiment qu'il y avait des petits artefacts, disons, qui permettaient au spectacle d'avoir une certaine tenue pendant... Il était propriétaire du théâtre de l'Européen à l'époque. Il m'avait proposé d'ailleurs, Christian, il m'avait dit, écoute, moi je peux t'assurer, je connais très bien Philippe Bouvard, etc. Je connais tout le système. Là, tu peux avoir quelques millions de francs à l'époque par an, il n'y a pas de souci. Et c'est à l'époque où certains scientifiques commençaient à être intéressés par ce que je commettais. Et François de Closet, journaliste que certains connaissent, il fait quelques apparitions à la télé, mais beaucoup moins. Il m'avait dit, écoute, c'est scientifique, si tu continues à faire les salons parisiens et faire ça, et j'ai refusé, bien que ça... Il n'a pas compris, Christian, que je refuse, qui aurait été une notoriété artificielle, et surtout un coup de poignard pour la parapsychologie débutante, que j'essayais moi de mettre en exergue. À la suite de cette digression, je me suis permis. C'est intéressant. C'est très intéressant parce qu'on voit bien que dans l'histoire, des choix sont hyper importants en fonction de si on préfère mettre en avant la crédibilité ou utiliser ses dons exceptionnels pour s'enrichir personnellement ou sans jugement de valeur. Je crois que Lemon, you wanted to say something? Yeah, I wanted to say, going back to the whales, whenever Willard and I first heard the whales, right from the beginning of when he and I started to work together on the music of Electric Symphony and then Ethership, we're all right from the start. We were also interested in UFOs, partially because Willard had an encounter when he was very young, but just because. I'm not sure why, but we were into it. And we felt that when we heard the whales, we go, the whales are talking to, if there are extraterrestrials on the planet, if there are aliens, they're in communication with the whales. We just intuitively felt that. And so that was another reason why we wanted to play with the whales, was because we felt that would help us communicate. With the other, and at the same time, we were reading books like The Sacred Doctrine by Madame Blavatsky. There was a book called Psychic Discoveries from Behind the Iron Curtain that came out. So we were also at the same time interested in UFOs. We were also interested in psychic phenomena, and the idea of where an object could become a vessel of psychic energy. And so our equipment that we were working with, we started to build sculptures around our equipment that we felt were universal forms. And so in those universal forms very quickly started to look like spaceships and pyramids and things like that. So I just wanted to say that the whales and it was all connected also with this idea of psychic communication. Par rapport à l'installation qui est à côté de nous, Renaud, est-ce que dans ta perspective à toi, il y a un lien entre la communication des plantes et des êtres extraterrestres, ou alors une énergie extraterrestre, pour être plus large? Comment est-ce que tu vois les choses, toi? Là, moi, c'est plus le rapport interespèce, comme on l'a souligné, où là, on a déjà fait des essais hier entre le chant des baleines et voir comment réagissait le tabac. Est-ce que tu peux nous expliquer précisément ce que vous avez fait comme expérience?
Ça a été simple. Lemon a envoyé le chant des baleines. C'est un chant qui est très très agréable. Et là, vu qu'on est en train de configurer l'installation, j'ai pensé mettre une flûte basse au tabac pour avoir des fréquences qui peuvent être un peu similaires à celles de la baleine et une correspondance qui s'est faite. C'est-à-dire? Il y avait le chant de la baleine d'un côté et une écoute du tabac qui répondait quand il y avait des possibilités, des silences en fait. Wow. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a vraiment ce phénomène d'écoute qui est perceptible avec certaines machines qui sont calibrées plus dans le phénomène musical. Et là où on retrouve justement un phénomène comme les jams musicales où là on va s'écouter comme dans le jazz en fait, où c'est une forme d'improvisation mais qui est basée sur de la biocommunication. Donc là en plus on sait que les baleines émettent des fréquences avec des zones qui sont spécifiques, elles arrivent à envoyer sur des longues distances et que là à chaque fois elles arrivent à se reconnaître. Avec un chant c'est une fréquence, c'est une signature en fait vibratoire. Et là il y a une perception qui est intéressante dans le phénomène factuel. Là ce qu'on perçoit avec les plantes, c'est que là on utilise des enceintes, des haut-parleurs qui font du coup une pression acoustique dans l'air et là la plante reconnaît sa propre signature. Et si on met pas, par exemple, des sons qui sont assez harmonieux, qu'on casse du coup les fréquences, ce qu'on fait aussi avec les modulaires, ou là la plante, suivant l'habillage qu'on lui met, elle peut arrêter de chanter. Ou d'elle-même aussi changer son habillage, puisque c'est un habillage qui va pas correspondre à la vibration qu'elle souhaite émettre. Ça c'est intéressant parce qu'on lui donne une technologie humaine, alors que là la baleine on l'enregistre et elle nous émet en fait naturellement des sons qui sont audibles par l'homme, alors que là la plante c'est pas audible. C'est comment on utilise de la physique et de la physique quantique pour rendre ça audible et avoir un phénomène où on interpelle justement le règne humain à reprendre conscience qu'il y a une grande activité qui peut se passer avec le végétal, où là on interespèce. Et que là, justement, on va proposer une installation. Il y a une interaction à chaque fois où les plantes rentrent en communication, où on est tous des interfaces biologiques. Donc elle va nous scanner, elle va prendre en compte en fait tous les organismes vivants dans l'environnement et adapter en fait sa mélodie. Et quand les gens viennent pour la toucher ou envoyer une pensée, ça module le phénomène de biocommunication. Et on l'entend directement en direct. Ouais. Ah, c'est fou. Et dis peut-être un mot sur quand on a arrêté le son des baleines, ce qui s'est passé. Tu te rappelles? Le tabac, on a l'impression qu'il appelait, qu'il y avait une sorte de tristesse avec la communication. Ça a été super intéressant parce qu'il y a eu une redondance cyclique. Où là, elle a renvoyé le même signal 5 ou 6 fois, facilement. Qu'il y a eu un pattern qu'elle envoyait. Et ça faisait vraiment le phénomène revient, où qu'elle avait envie de recontinuer à communiquer avec le chant de la baleine. Et ça c'est intéressant parce qu'on l'observe quand on joue de la musique avec des instruments. Donc là Lemon il est en train d'expérimenter ces possibilités. Et là ce qui est intéressant c'est qu'il y a un phénomène de communication où c'est pas toi et moi, mais là c'est nous. Et c'est un phénomène, comme me l'expliquait Franz Streichler, qui est un de mes amis, chanteur du groupe The Young Gods, suisse, qui est parti en Amazonie avec l'anthropologue Jérémy Narvi. Et eux, dans la compréhension, en tout cas là, de mon ami musicien, c'est un entrelacement. Ils ont un nom spécifique, chez les Chipibo qui sont partis, mais c'est un entrelacement. C'est vraiment comment on a une possibilité de communication, mais qui est à nous. Qui est pas un frontal de communication à l'occidental comme on a, où là on a vraiment un phénomène organique qui s'opère, puisque l'écoute elle passe par le cœur, ou en tout cas par cette intention, où là on repasse sur de la télépathie, de la psychokinèse, et avant d'émettre une émission qui est sonore, comme on l'a avec les oiseaux, avec les baleines, avec les dauphins, avec différentes espèces où il y a cette possibilité d'interaction sonore, là on l'a pas avec les plantes. Et là le fait de le donner, on passe quand même par le même phénomène. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens aussi qui se mettent on voit en Europe de la communication animale, parce qu'il y a cette possibilité d'ouverture par les intentions du cœur.
par ce premier organe qui a un champ électrique 60 fois plus puissant que le cerveau-tête et 5000 fois plus au niveau électromagnétique. Donc là aussi, factuellement, il y a des instituts comme HeartMath, qui est en Californie, où Cliff Baxter a aussi travaillé, où là, il démontre ces possibilités en fait, de correspondance à distance entre, par exemple, deux humains en cohérence cardiaque, où là, on peut avoir l'intention à penser à une personne à distance et avoir une cohérence au niveau de la respiration et au niveau du rythme cardiaque. Ils l'ont validé aussi avec les animaux, avec le céleste, avec différents astres. Et là aussi, on est en train de voir, parce qu'ils n'ont pas fait de validation encore avec le végétal, mais comment justement il y a ces interactions possibles entre l'humain et les autres règnes, et que là, c'est un phénomène qui passe par l'intention. Et que là, quand on retombe dessus, c'est là les archives intéressantes du Caire, puisque là, on a la partie biocommunication interespèces, mais tous les phénomènes en fait de perception dans l'invisible, où là, on a une communication qui est par ces ondes, mais qu'il y a plus de difficultés au niveau scientifique de les valider, parce qu'il y a le phénomène où l'observateur peut interférer dans l'expérience. Et c'est là où le cadre occidental plus de la science contraint à valider certaines expériences, assez faciles en fait à faire en plus avec le grand public, parce que Jean-Pierre peut en témoigner avec les stages qu'il donne. Mais que là, c'est là où on ose espérer justement qu'avec les plantes, vu que là il y a une neutralité, c'est basiquement on branche un détecteur de mensonges sur la nature qui ment pas. Et que là les observations qu'on a depuis Cliff Baxter, qui a travaillé quand même pour la CIA, on n'a que des phénomènes qui sont rigoureusement validés et qui nous permettent de comprendre qu'il y a une réelle biocommunication interespèces, que tout le vivant fonctionne sur un phénomène de cohérence vibratoire et qui est principalement cellulaire et moléculaire. Comment ça se valide ça? Comment on le vérifie justement? Voilà, par exemple, la machine que j'ai développée avec les PIA, elle permet d'avoir ce qu'on appelle une transformée de Fourier. Donc là, on part d'un signal analogique à un signal numérique. Donc là, on est vraiment dans des pures mathématiques, et c'est comment le signal, on arrive à le valider avec... là, j'ai demandé à des ingénieurs d'avoir un signal électrophysiologique. Donc on sait que les valeurs qu'on va avoir, la mesure, elle est dans ce champ, ce domaine en fait d'activité. Et que là, avec la physique quantique, ça fait quelques années qu'on est en train de faire un match avec la première personne qui a développé une théorie sur la possibilité de conjoindre la musique et la biologie. Il s'appelle Joel Sternheimer. Il a développé une théorie qui s'appelle les protéodies, mélodies de protéines. Et il a calculé les fréquences des acides aminés pour faire des mélodies, comme on fait en musique, mais basées sur les fréquences des acides aminés. Son professeur de thèse était Louis de Broglie, donc on a quand même toujours des gens très sérieux au niveau de la science qui sont derrière. Et là on observe que il y a cette possibilité de communication, donc interespèce par l'intention, plutôt ce qu'on va pouvoir faire au niveau de la pensée humaine, mais aussi au niveau biorésonance, vu qu'on est fait comme une radio, émetteur et récepteur. Là au niveau des ondes, et là on est dans le macro, avec la physique quantique et le moléculaire, on peut avoir une correspondance en biorésonance moléculaire, et là on l'observe. Là du coup il y a une belle histoire avec les plantes, où on a la mère de la phytothérapie, c'est Hildegard von Bingen. Là j'ai participé à une étude scientifique où il y a une douzaine de structures, dont un de mes collègues qui est maître de conférence à l'université de Vannes, qui s'appelle Laurent Vendangeon, et lui qui étudie les champs d'Hildegard von Bingen, notamment avec des cymatiques, pour voir l'harmonie qu'il y a réellement et la correspondance biologique qu'on peut avoir à l'écoute de certains champs qui sont bio-inspirés principalement par les végétaux, pour voir comment il peut y avoir un phénomène d'harmonisation. Ce qui est intéressant aussi, peut-être qu'ils ont du mal à prendre en compte, mais il y a toi qui peux me répondre, c'est dans les BF au-dessous de 19 Hz et les baleines pour les communications. Il n'y a que les BF qui peuvent permettre de faire le tour de la planète, des ondes de pression, à partir de 19. Et il semblerait que, pour nous, cerveau humain, les 7 Hz, etc., 783. tu as tout compris où je vais t'amener,
par ce que tu peux nous dire, toi. Et je pense que les plantes ont une perception que nous n'avons pas, qui peut être traduite, les ondes de pression. On ne va pas les entendre, mais elles émettent quand même, on va dire, une certaine forme de champ, de quoi qu'on en dise. Moi, j'ai beaucoup travaillé, puisque je suis à l'initiative, hélas, pas d'une utilisation un peu mortifère, des ondes de pression. On ne savait pas les concentrer que par des sources de Huygens avant. Bref, tu m'as compris, je ne vais pas aller plus loin. Et je crois que l'avantage de nos chères plantes ou autres organismes animaux, c'est la perception des BF, que nous ne pouvons pas avoir nous. On peut en avoir les effets délétères, ça c'est clair, mais les effets perceptibles utilisables, non, on ne peut pas. Ça c'est intéressant, parce que votre champ d'investigation, il est élargi. Il est large parce qu'il prend toute cette fréquence-là, mais aussi le céleste. Parce que des collègues comme Ernst Zurcher expliquent avec les relations qu'il y a par exemple avec la Lune, parce qu'il fait de la chronobiologie, donc il explique les phases de montée et de descente de sève aussi en relation avec la Lune, et que là il y a des phénomènes d'interaction aussi avec les différents astres, et qu'il peut y avoir une pulsation tous les 52 ans, et la plante elle va le recevoir. Elle va prendre ça dans ses caractéristiques. Ouais, parce qu'en fait, il y a plein de modalités différentes de communication. Ça peut être des basses fréquences, ça peut être de l'intention, en physique quantique, on parle d'informations non locales et voilà, dont on sait même Et pas comment l'intrication ça quantique, fonctionne. surtout, ça a été la grande révolution. Ouais. Le paradoxe de Podolsky-Rosen, c'était la grande révolution, auquel ne croyait pas Einstein d'ailleurs.